أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum à tout le monde. Shalom, shalom à tout le monde. Onjarama, onjarama, onjarama. Al-Noura, Al-Nissou. Onabe. Au collecté, au raté, ma fourré. Ora Adjalimatu Dalen Haginer Limbe. Il y a un message très important pour elle. Donc j'ai besoin d'elle à la barre. Adja Alimatu Dalen Diallo, la maman nationale. Un message très important, très important, très important pour elle. Alors j'ai besoin d'un maximum de partage, des cœurs likés, et beaucoup d'étoiles. Pour ceux qui veulent naturellement soutenir M. Kanté dans son œuvre. Partagez le live, on va aller plus vite. Aujourd'hui, on ne va pas écouter Sekouba Kandja. Partagez le live. Ouais, les amis. Je veux un maximum de partage. Maximum, dans tous les groupes possibles. Adja Alimatu Dalen à la barre, la maman nationale. Qui est-ce qui a choisi ce nom pour cette généreuse dame? Hein? Qui est-ce qui a choisi ce nom en disant la maman nationale? C'est qui? C'est l'invention de qui? À la barre, il y a un message très important pour vous, madame. Madame Dalen Diallo. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, comme d'habitude. C'est encore moi, M. Kanté, l'infatigable. Alors, nous avons aujourd'hui, je dirais même deux sujets. Parce que le premier sujet qui concerne la femme de Dalen, M. Dalen, son Excellence Elhadji Mamadou Dalen, Cellou Dalen Diallo. Le sujet qui la concerne, c'est un sujet de message, une confession. Quelqu'un qui a pris la peine de contacter M. Kanté, je dirais un frère, je ne vais même pas l'appeler, je ne vais plus l'appeler un communicant du RPG Arc-en-Ciel. Non, je ne vais plus l'appeler comme ça. Certainement, hier, il était communicant du RPG Arc-en-Ciel. Mais dorénavant, il ne l'est plus. Même si il n'a pas encore fait une déclaration officielle à l'UFDG. Mais c'est un communicant de du RPG Arc-en-Ciel, un ancien, si je puisse me permettre, qui m'a personnellement appelé et qui m'a passé un message très grand, qui m'a fait une confession que je dois, à mon niveau, passer aussi, comme il me l'a dit, à la personne qui est censée la recevoir, la confession, naturellement. C'est Adja Alimatu Dalen Diallo qui doit... Le monsieur s'adresse à Alimatu Dalen Diallo, un communicant, un vaillant communicant du RPG Arc-en-Ciel. Donc, pour le moment, je préfère le garder encore dans l'anonymat parce que je sais que dans les jours à venir, il va faire quelque chose de très très important dans sa vie. C'est lui de changer de camp et d'adhérer à l'UFDG et aux idéaux de l'UFDG. Donc, c'est une confession qu'il me l'a fait. Mais je pense que cette confession, au-delà de la confession, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de préparer les esprits concernant ce vaillant communicant qui a franchement l'intention d'adhérer à l'UFDG. Donc, je prépare les esprits avant son officialisation. Je prépare les esprits avant
que les militants sympathisants de l'UFDG l'accueillent, ils le voient. Donc, vous me taguez, Adja Alimatou Dalen Diallo, parce qu'aujourd'hui, la confession, c'est pour elle. D'accord? Et sincèrement, ça m'a beaucoup touché quand j'ai été approché par ce monsieur. Parce que, vous savez bien, à l'approche des élections, les campagnes et tout ça, bien vrai que moi, je ne suis pas militant sympathisant de l'UFDG, mais les gens me considèrent déjà comme si je suis de l'UFDG, ce qui est faux, pratiquement. Moi, je suis tout court Cellou Dalen Diallo. Voilà, je crois en la personne, c'est tout. On partage les mêmes convictions, je ne vais pas me répéter. Avec ce monsieur, nous avons eu des tracasseries dans l'inbox. Disons, pas même des tracasseries parce que c'est trop dit. J'ai reçu des menaces de sa part, j'ai reçu des injures de sa part, des injures de père et mère. Mais bon, aujourd'hui, on a rigolé. Je l'ai dit tout simplement que c'est mon esclave, que moi je le pardonne. Pour moi, c'est rien. D'accord? Parce qu'au début de mes émissions, quand ils ont constaté que je parlais de Cellou Dalen Diallo, ils ont mal accueilli cela parce que tout simplement, ils savent que je suis aussi du Manding et que je ne tiens pas des discours de divisionnistes, je ne tiens pas de discours communautaristes, je ne tiens pas de discours régionalistes. Je fais exception à leurs règles. Et donc, ils ont mal interprété, ils ont mal compris le combat, le schéma que j'avais choisi. Pas de supporter les peuples, non. Pas de supporter l'UFDG, non. Encore loin de là. Mais d'exprimer ma conviction et de parler d'une certaine manière qui est différente de la leur. Alors, moi-même, j'ai fait l'objet de beaucoup de menaces, de la part même de mes propres parents. Beaucoup ne m'ont pas apprécié sur ce que je faisais. Mais j'avais déjà pris ma décision et cette décision, elle était irrévocable, inchangeable, je veux dire. Et je pense qu'aujourd'hui, ces mêmes parents commencent à me donner raison, même si moi je m'en fous de raison. Je ne veux pas avoir raison sur qui que ce soit en République de Guinée. Je veux tout simplement que mes frères et sœurs guinéens comprennent la démarche et la démarche que M. Kanté a entrepris. C'est justement cela. Je ne voudrais pas que quelqu'un me donne raison. Alors, ce vaillant communicant du RPG Arc-en-Ciel, je ne vais plus l'appeler communicant du RPG Arc-en-Ciel après ce live. Il m'appelle aujourd'hui, M. Kanté. Pour moi, ça a été... Bon, je ne dirais pas que ça a été surprenant, mais j'ai quand même été un peu étonné qu'il m'appelle. Vous savez, la plupart des gens maintenant ont mon numéro. Parce que quand j'organise les débats, je mets mon numéro WhatsApp là pour que les gens puissent appeler et intervenir. Et je pense que c'est à travers les réseaux sociaux qu'il a eu mon numéro, certainement, même si nous sommes de la même région et qu'il connaît parfaitement ma famille, bien évidemment. Alors, partager le live, c'est très important parce que la confession que le monsieur m'a faite, et je vais faire la même confession à Adja Alimatou Dalen Diallo. Et je pense qu'après après ce live, dans les jours à venir, certainement, lui-même, il aura le courage d'affronter cette dame et de lui faire la confession. Ok, c'est plus intéressant, quoi. Vous savez, chez nous, en Malinké, on dit que l'eau qui sort sur la langue du poisson, c'est ce qui est fraîche. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de préparer les esprits au fait. Alors, il y en a qui viendront me dire ici, M. Kanté, le nom de la personne. Non. Pour le moment, je ne peux pas dire son nom parce qu'il m'a supplié, s'il te plaît, M. Kanté. Je préfère encore que tu taises mon nom, simplement parce que moi-même, je viendrai vers cette dame. Mais avant que je ne vienne, je veux que tu fasses cela pour moi. Parce que vous savez bien, j'ai parlé de deux jeunes aussi de la Haute-Guinée, les jeunes militants victimes du système d'Alpha Condé, n'est-ce pas, qui attendaient M. Cellou Dalen Diallo dans les brousses quelque part là-bas, Tokounou, qui devait lapider M. Cellou Dalen Diallo. Vous avez écouté la confession de ces deux jeunes, mais je pense qu'après, il y a eu
il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et je ne vais pas rentrer dans ça parce que, voilà, ça c'est des trucs familiaux, quoi. Des trucs familiaux du moins. Ça. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, le monsieur, vous savez, c'est ce que je dis tout le temps. C'est que nos parents, ils ont tellement d'autorité sur nous que nous avons souvent du mal à exprimer ou souvent du mal à sortir ou à suivre nos convictions. Voyez-vous? Et c'est ce qui est dommage. Parce que ce qui est la vérité, c'est que je peux ne pas être du même parti politique avec mon papa. Et ça ne doit pas créer un scandale dans la famille. Non. Je peux ne pas être du même bord politique que ma mère. Dans les conditions normales, ça ne doit pas créer un scandale dans la famille. Je peux ne pas être du même bord politique que mes frères ou mes sœurs ou mes cousins, mes cousines, mes nièces ou mes neveux ou mes oncles. Dans les conditions normales, si ils ont compris la politique et si on accepte la conviction de tout un chacun, la démarche de tout un chacun, le choix de tout un chacun, normalement, ça ne doit pas créer un problème au sein de nos familles différentes. Mais hélas, tel n'est pas le cas chez nous. Chez nous, le problème, c'est que quand le papa, il est dans un parti politique, vous êtes obligé de le suivre là-bas. Vous êtes obligé. C'est que c'est quelque chose, pour eux, c'est logique, c'est la nature. Pour eux, c'est naturel. D'accord? Mon papa est ici, il faut forcément que je sois ici. Non. Non. C'est pas comme ça se passe. Alors, c'est ça le problème. C'est ce grand travail que nous devons faire un peu partout dans les régions différentes de la Guinée, montrer aux familles différentes, à nos pères et à nos mères, nos cousins et nos oncles, que la politique, ce n'est pas une religion, la politique, ce n'est pas quelque chose c'est pas une obligation, ce n'est pas une acculation. La politique, c'est un combat d'idées, c'est un combat d'esprit, c'est un combat d'hommes mûrs, tout simplement. Ce n'est pas parce que vous êtes mon oncle que ma subsistance dépend de votre revenu que je dois forcément être du même bord politique avec vous. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes mon papa que vous êtes le support de la famille, que vous nourrissez tout le monde, et que je dois forcément être du même bord politique que vous. Non. Vous assumez votre rôle de père en nous nourrissant, okay, en nous achetant des vêtements, en vous occupant de la scolarité, des frais de scolarisation, ou tout simplement vous assumez votre rôle de papa. D'accord? Cela ne fait pas de vous un Dieu. Non. Vous pouvez être de l'UFDG, moi je peux être du RPG Arc-en-Ciel. Vous pouvez être de l'UFR, moi je peux être de PDN en tant que père et fils. Cela ne doit pas toucher les liens et les sentiments fraternels. D'accord? La fois dernière, j'ai parlé de ces deux jeunes et il y a eu un problème dans leur famille. Voilà, je n'ai même pas cité leur nom. Je pense qu'il y a des langues qui se sont déliées et puis les jeunes ont été démasqués. Et donc, ils ont subi quelque chose, franchement, inexplicable. Je ne veux pas revenir là-dessus pour ne pas qu'il les intimide encore une fois de plus. Alors, ce n'est pas le cas de ce monsieur, ce très grand communicant du RPG Arc-en-Ciel, ex-grand communicant du RPG Arc-en-Ciel. Lui, ce n'est pas un enfant, d'accord? C'est un père de famille, un homme beaucoup plus âgé que les jeunes qui m'ont appelé. Et qui, monsieur Kanté, bonjour. Bonjour, oui. Je vous écoute. Je ne vous appelle pas pour vous insulter. Non, vous ne pouvez pas m'appeler pour m'insulter. Je sais très bien. Les injures, ça se passe en inbox. Partagez le live. Monsieur Kanté, je viens vers vous parce que vous me semblez être quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de clair et quelqu'un, sincèrement, un visionnaire. Vous me semblez être quelqu'un qui a eu une tête sur les épaules, quelqu'un qui a une vision beaucoup plus large que moi. Il me l'a dit. Bon, je dis, bon, si c'est pour des flatteries, je prends. Si c'est des compliments, bon, je prends. Mais bon, je voudrais que vous alliez au bout de vos idées. Monsieur Kanté, je vous appelle à propos de moi et de la femme de Cellou Dalein Diallo. D'accord, je vous écoute. Alors, monsieur Kanté, je ne vais pas aller par mille chemins. D'accord?
Je vais avant tout d'abord vous présenter mes excuses parce que dans un passé récent, je vous attaquais farouchement, je m'opposais à vous, je vous insultais même. Et vous ne m'avez jamais répondu un jour par des injures. Ça m'a marqué. Il me l'a dit ouvertement, M. Kanté, je vous ai insulté père et mère à Malinké. Je vous ai fait des audios, je vous ai envoyé. Je sais que vous avez les preuves. Je sais très bien. Vous pouvez montrer sur votre page. Je sais très bien. Mais je sais aussi que vous avez une probité morale qui ne vous pousse pas, qui ne vous permet pas de le faire. Certainement, M. Kanté, vous êtes plus grand que moi. Je dis, ben, si vous le dites, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Il dit, je viens vers vous parce que je veux présenter mes excuses à la femme de Selouda Lengerlo. Oui. Je veux présenter mes excuses à cette femme. Monsieur Kanté, je sais que vous avez vu mes lives. Je sais très bien que vous êtes entré en possession de quelques-uns de mes lives. Surtout, au moment de ces campagnes électorales, je m'en prenais farouchement à cette femme et violemment à cette femme. Pourtant, c'est une femme. Je l'ai insultée. Je l'ai insultée, aller jusqu'à m'en prendre, aller jusqu'à toucher. Je ne vais pas, avec tout le respect que j'ai pour la dame, aller jusqu'à toucher, aller jusqu'à attaquer son intimité. Je l'ai fait. Il me l'a dit. Monsieur Kanté, je sais que vous êtes entré en possession de quelques-uns de mes lives. Aujourd'hui, je regrette. Je regrette parce que c'est une femme. Je l'ai traitée de tout. Je l'ai traitée de femme de rue. Je l'ai traitée de comme ça, de comme ci. Monsieur Kanté, je ne vais pas encore répéter les mêmes mots. Je suis venu pour vous présenter mes excuses, pour que vous puissiez passer ce message à la dame, et moi-même, je vais le faire. Monsieur Kanté, sincèrement, tout ce que j'ai dit au sujet de cette dame, j'ai menti. Je l'ai accusé d'avoir des relations extra-conjugales. Je l'ai accusé, de sortir avec certaines personnes à un moment donné de sa vie. Il n'y a pas ce que je n'ai pas raconté au sujet de cette dame. Je l'ai traité de toutes les étiquettes. Je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Monsieur Kanté. Il dit, Monsieur Kanté, des fois, vous avancez une citation. Je pense que cette citation aujourd'hui me correspond parfaitement. Il dit, Monsieur Kanté, vous dites souvent que il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur, le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme. Il dit, Monsieur Kanté, ma conscience est éveillée. Ma conscience m'a frappé. Et ce que je suis en train de faire, c'est ma conscience qui me pousse à le faire. Il dit, Monsieur Kanté, j'ai tellement insulté cette femme, j'ai tellement dénigré cette femme, j'ai tellement sali à ma manière l'image de cette femme, je me suis tellement acharné sur cette femme que aujourd'hui, j'aurais du mal à relever la tête et à fixer cette femme-là. J'aurais du mal. Il me dit, Monsieur Kanté, je suis plus âgé que vous. Aller-retour, je dis bien, je sais très bien. En vous voyant, je sais que vous êtes plus âgé que moi. Il n'y a même pas de différence, il n'y a même pas de comparaison. Il dit, Monsieur Kanté, si je meurs comme ça, avec toute cette pagaille sur ma conscience, je me demande si Hadja va m'accepter. Je me demande si elle va me tolérer. Je me demande si, au jour du dernier jugement, si elle peut me pardonner. Il dit, Monsieur Kanté, alors, je préfère accepter l'humiliation aujourd'hui que de mourir avec cela sur la conscience. Il dit, mais Monsieur Kanté, vous allez faire cela, vous allez passer ce message à Hadja. Je sais que, même si je n'ai pas la confirmation, je sais, Monsieur Kanté, que vous avez certainement le numéro de Hadja. Je sais que vous avez certainement le numéro de Selou. Je sais que vous communiquez, même si je n'ai pas la certitude. Il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, passez ce message à la dame. Présentez-la mes excuses. Dites-la que j'ai eu tort. Dites-la qu'elle est plus grande que moi. Je dis non, on ne va pas arriver là. Bon,
c'est un homme âgé. Il est resté à me parler. J'ai senti la tristesse. J'ai senti, qu'est-ce que je veux dire? J'ai senti la cupidité. J'ai senti qu'il... Lui-même, il sait qu'il est coupable de ce qu'il a fait. Il sait qu'il a tort. J'ai senti en lui ce sentiment d'avoir tort par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. J'ai senti ça. J'ai senti qu'à l'intérieur de lui, il est rongé par quelque chose. J'ai senti cela. J'ai senti qu'il a été frappé à un moment donné. Certes, dans ces moments où... de toute façon, je sais qu'il a été frappé par le Saint-Esprit. Ça, je l'ai senti. Partagez le live. Ça, c'est pour cette partie-là, c'est pour Hadja. Oui, c'est pour Hadja. Alors, je ne l'ai pas laissé terminer parce que moi aussi, vous savez, je suis très émotif. Je ne voulais pas, voilà, que les larmes coulent et tout ça. Je l'ai dit tout simplement, je dis, écoute mon cher, le simple fait de prendre conscience de ce que vous avez fait à un moment donné de votre vie. Le simple fait que vous avez compris que vous avez commis une erreur, vous avez commis une faute lourde. Le simple fait que vous vous accusez vous-même, vous comprenez que vous êtes coupable vous-même. Ce simple fait, même si moi je ne fais pas de live pour parler à Hadja, je sais que vous êtes déjà pardonné. Ouais. Je dis, je vous comprends. Ce n'est pas vous. Vous avez été victime d'un système. Vous avez été victime d'un lavage de cerveau. Je sais que vous êtes plus âgé que moi. Mais permettez-moi de dire que les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. Je sais que vous êtes vieux. Vous êtes plus âgé que moi. Sincèrement. Pas même 10 ans. Vous êtes plus âgé que moi. Plus que 10 ans. Mais l'âge, ça ne veut rien dire en matière politique. Oui. Permettez-moi de vous avouer que vous avez été victime. Et même le jour que vous allez rencontrer Hadja, elle-même, elle va vous dire que vous avez été victime. Je dis, approchez cette dame. Ça va vous permettre de la connaître de plus, de savoir qui elle est. De savoir, c'est-à-dire le sentiment qui anime son esprit et son cerveau. Le sentiment qui anime son âme, son état d'âme. Approchez cette femme. Vous n'aurez même pas besoin de présenter des excuses. Et je pense que Hadja, elle est en train de me regarder quelque part. Et je pense que le jour que Hadja verra la personne devant elle, elle saura que oui, c'est de ce monsieur-là. Monsieur Kanté parlait la fois dernière. Alors, vous n'avez pas besoin de demander pardon. Je vous ai déjà pardonné. Le jour que j'ai entendu monsieur Kanté parler, j'ai su que vous allez venir vers moi. Et en vous voyant devant moi aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de demander pardon. Alors, Hadja, excusez-moi, je suis un peu touché. Ça me touche énormément parce que je me dis quelque part que qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour arriver jusque-là? De telle animosité. Qu'est-ce que nous avons fait pour arriver jusqu'à nous dégoûter, jusqu'à nous délaisser, jusqu'à tuer à briser ce cordon ombilical qui nous liait depuis fort longtemps en Guinée. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je me dis, vous, en tant que personne de nature, en dehors de la politique, vous n'êtes pas un homme méchant. Et Hadja, bien vrai que elle est la femme d'un politicien, de nature, en tant que femme, elle n'est pas une femme méchante, non. Et même étant la femme d'un homme politique, elle n'est pas méchante. Je dis, mais c'est très important ce que vous avez fait. C'est très important parce que nous avons besoin de cette réconciliation, nous avons besoin de se donner la main, nous avons besoin de s'accepter, comme dit le colonel. Nous avons besoin de faire un pacte, c'est-à-dire nous avons besoin de faire un saut d'orgueil. Ce n'est pas de l'humiliation. Quand vous allez vers Hadja, ce n'est pas de l'humiliation, non.
C'est une qualité d'homme. Vous êtes animé par un sentiment, aujourd'hui, vous êtes animé par un sentiment de justice. Vous voulez faire justice vous-même. C'est-à-dire que dans votre corps, dans votre âme, vous avez su que vous avez tort et vous acceptez que vous avez tort. C'est ce qui est plus important. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors, Adja, ça c'est pour vous. Et j'en suis sûr, il va venir vers vous. Ce message, c'est pour vous. De la part d'un vaillant communicant, d'un ex-vaillant communicant du RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai pas encore la certitude qu'il va adhérer au parti UFDG, mais je pense quand même qu'il a envie. Ouais. Mesdames et messieurs, vous savez, on dit que celui qui ne prête pas attention à l'histoire est condamné à la répéter. Nous devons vivre notre présent de manière consciente pour ne pas qu'on tourne en rond. Nous devons nous accepter. Vous vous souviendrez dans un... je vous pousse même à faire un pas crucial vers le passé, dans un passé récent. Je vous ai dit que Alpha Condé et son système, ils ont déshumanisé la nature humaine de notre société guinéenne. Oui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est la racine. Non. Je dirais tout simplement qu'il a amplifié. Il a tellement amplifié qu'il devient l'unique responsable de toute cette animosité, de toute cette situation chaotique socialement dans notre pays. Oui, il faut situer les responsabilités, c'est très important. Ça nous permet d'aller de l'avant. Alors, Adja, ça c'est pour vous. Mesdames et messieurs, je ne vais pas me focaliser, je vais pas rester sur ce sujet-là parce que je sens quelque chose monter dans mon cœur et je ne veux pas être un gamin devant vous, ok? Je suis quelqu'un qui est très émotif. Et Adja, ça c'était pour vous. Vous allez voir la personne devant vous, certainement dans les jours à venir, Inch'Allah, ok? Et vous comprendrez que, oui, évidemment, c'était de lui, c'était au sujet de lui que c'était de lui que je parlais. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, évidemment, notre deuxième sujet, c'est cette dame, ok? Cette... journaliste, je pense de la RTG, naturellement, journaliste guinéenne, cette femme qui était la modératrice la fois dernière entre le président, colonel Mamadi Doumbouya et les autres journalistes. Vous avez écouté son introduction, c'est-à-dire l'ouverture de l'interview. Et je pense que cette introduction n'a pas été au goût, au goût de tous les caciques ou même des militants du RPG Arc-en-Ciel. Et là, dans ces 2 jours, voilà, de l'interview jusqu'à aujourd'hui, on sent un peu, le rejet de cette dame. On sent quelques personnes s'en prendre à cette dame pour dire que elle était là à supporter le 3e mandat avec Alpha Condé, le 3e mandat d'Alpha Condé. Elle a même fait des campagnes, elle a porté des t-shirts et tout ça. C'est la journaliste Adel Camara, justement, je pense que c'est son nom. Vous avez écouté son introduction. Et je vais vous la lire, cette introduction. Peut-être que vous allez comprendre. Elle dit, je cite, « Il y a un peu plus de 2 mois, le destin politique de la Guinée prenait une autre direction. Le professeur Alpha Condé, malgré conseils et tentatives de dissuasion, décide de briguer un 3e mandat après avoir connecté une nouvelle constitution sur mesure. » Je pense que ça, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé cette partie-là. Il y a autre partie aussi qu'ils n'ont pas appréciée. Alors elle dit, la grogne monte au sein du peuple. Le malaise se lit sur tous les visages
et les inégalités se font de plus en plus sentir, malgré une promesse fallacieuse de répartition des biens. Ça, les militants et les caciques du RPG Arc-en-Ciel n'ont pas aimé. Alors ils se disent aujourd'hui, mais cette journaliste, Adel Camara, elle était avec nous pendant qu'on se battait pour le 3e mandat. C'est elle qui tient aujourd'hui, ok, c'est l'introduction, c'est elle qui tient aujourd'hui des propos pareils, des phrases pareilles, des mots pareils dans son introduction contre Alpha Condé, qu'elle pensait être certainement le meilleur pour la Guinée. Détrompez-vous. Je vais finir son introduction. D'accord? Les premières bases d'une réconciliation nationale. Non, elle dit, le peuple se résigne. Non, j'ai sauté. Elle dit, la grogne monte au sein du peuple. Le malaise se lit sur tous les visages et les inégalités se font de plus en plus sentir, malgré une promesse fallacieuse de répartition des biens. Le peuple se résigne jusqu'à ce matin de l'espoir. Ça, ils n'ont pas aimé. Ça veut dire tout simplement pour elle. Elle dit jusqu'au matin, jusqu'à ce matin de l'espoir, 5 septembre. Les caciques du RPG Arc-en-Ciel, les militants n'ont pas aimé cette partie encore. Parce que pour eux, ils étaient déjà dans l'espoir. Donc si la journaliste aujourd'hui affirme dans son introduction que jusqu'à ce matin de l'espoir, ça veut dire que tout simplement, au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas d'espoir. Nous allons y revenir là-dessus. Le peuple se résigne jusqu'à ce matin de l'espoir. Dimanche 5 septembre, sur les ondes de la télévision nationale, le CNRD annonce la prise du pouvoir et sa conduite par le colonel Mamadi Doumbouya. Le peuple applaudit et est content. Les premières bases d'une réconciliation nationale sont posées. Des engagements sont pris par le président de la transition de faire toute la lumière sur la gestion des deniers publics sous l'ancien régime. Alors, Madame Adel Camara, la question que j'ai posée, c'est de savoir, elle était complice de ce 3e mandat ou elle a été tout simplement victime du système d'Alpha Condé? À mon humble envie, en tant que journaliste qui n'est même pas directrice de la RTG, en tant que journaliste, à mon avis, je pense qu'elle a été victime du système d'Alpha Condé. Après, il y en a qui me diront, ben, pourquoi elle n'a pas démissionné? Démissionner d'où? Démissionner d'où? De son poste? N'est-ce pas? C'est ce que vous allez me dire. Bien évidemment. Et même si elle démissionnait, je pense que vous oubliez qu'elle serait prise en otage par le système. Évidemment. Nous avons vu les directeurs de campagne d'Alpha Condé, ceux qui menaçaient les gouvernorats, les sous-préfets, les préfets, les militaires, nos parents au village, que s'ils ne votent pas pour Alpha Condé, on ne va pas acheter leurs marchandises. Il y a des personnes qui ont reçu des menaces pour dire, si vous ne faites pas pour Alpha Condé, on ne va pas faire ça, on ne va pas payer, on ne va pas acheter vos marchandises, on ne va pas faire ça, on ne va pas vous délivrer tel papier, on ne va pas vous délivrer tel temps, telle attestation. Il y a des gens qui ont reçu des menaces. Vous savez, c'est très difficile à expliquer. Et c'est très difficile à comprendre aussi pour certaines personnes. Même si c'est facile à expliquer, mais c'est très difficile à comprendre pour certaines personnes. On me dira qu'elle a porté le jaune d'Alpha Condé, qu'elle était devant la scène, elle supportait le 3e mandat. Est-ce qu'elle supportait le 3e mandat ou est-ce qu'elle était une otage aussi du système d'Alpha Condé? Bien évidemment, vous devez comprendre qu'elle était une otage du système d'Alpha Condé. Soit vous faites avec, soit ben vous êtes contre lui. Soit vous composez avec lui, soit vous êtes contre lui. Et vous devez comprendre qu'en tant que journaliste, aujourd'hui, elle est avec le CNRD. Tout ce qu'elle dit là, ben, c'est de la vérité. Dans son introduction, c'est de la vérité. N'attaquez pas cette dame. Elle a été tout simplement victime du système. N'insultez pas cette femme. Elle a été victime du système d'Alpha Condé. Ne dénigrez pas cette femme. Elle a été victime du système d'Alpha Condé. Bien évidemment. Et vous devez comprendre que
Ce n'est pas un parti politique aujourd'hui qui est en pouvoir, c'est l'armée. Si l'armée estime qu'elle a été victime du système d'Alpha Condé et que c'est une fille, c'est une femme de la République de Guinée qui doit encore servir la Guinée, ben, qui va l'empêcher? Ou qui va empêcher? Qui va interdire cela? Personne d'entre nous. Elle est guinéenne avant d'être journaliste. Journaliste, c'est une profession. Ou c'est un métier. D'accord? Journaliste, c'est un métier. Alors, elle est d'abord guinéenne avant d'être journaliste. Et si le colonel Mamadi Doumbouya estime, ou le directeur général de la RTG estime tout simplement qu'elle a été victime du système d'Alpha Condé, ben, moi je pense que c'est une Guinéenne. Elle doit continuer son travail. Ça ne sert à rien de s'acharner sur elle. Voyez aujourd'hui M. Fanassouma. M. Fanassouma était là aussi. Est-ce qu'il faut qu'on rejette tout le monde? Est-ce que tout le monde est coupable du système d'Alpha Condé? Non, tout le monde n'est pas coupable du système d'Alpha Condé. Et je vais même plus loin pour vous dire que parmi même les ministres d'Alpha Condé, ce n'est pas tout le monde qui est coupable. Il y a des ministres qui sont innocents. C'est pourquoi on ne peut pas aujourd'hui arrêter un ministre, l'accuser et le traduire devant la justice ou l'emprisonner. Non. On doit faire la lumière sur la gestion. Et on doit comprendre qui a fait quoi. Qui était qui. Après cela, on saura quels sont ceux qui sont coupables, quels sont ceux qui ne sont pas coupables. Alors, jusqu'à preuve contraire, une journaliste, simple journaliste, je pense que vous devez arrêter à un moment donné. Et pourtant, ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle n'a pas parlé mal d'Alpha Condé. Elle n'a pas parlé mal de Kassouri. Elle n'a pas parlé mal de qui que ce soit. Elle a fait son introduction de l'interview du colonel Mamadi Doumbouya. Et puis voilà. Oh non, celle qui nous parle aujourd'hui de répartition fallacieuse ou de promesses de tant, celle qui nous parle de tout ça aujourd'hui. Mais hier, elle était avec nous, non? Oui, hier, elle était avec vous. Non, elle n'était pas avec vous. Elle était prise en otage. Elle était victime de vous. C'est ce que vous oubliez. Combien de personnes ont été victimes de votre système? Combien de personnes ont été prises en otage par votre système? Combien de personnes ont été, c'est-à-dire, ont servi involontairement ou ont accepté involontairement ce troisième mandat? Combien de personnes? On ne peut pas finir de compter ces gens-là. Vous comprenez cela? Alors nous allons avancer. Vous n'allez pas dénigrer cette femme-là. Non, je ne vais pas vous permettre, ça c'est sûr. Vous n'allez pas l'insulter, que je vais m'asseoir, regarder, non. Vous n'allez pas la traiter de tous les noms d'oiseaux ou de toutes les étiquettes que je vais accepter, non. Je dis tout simplement qu'elle a été victime de votre système. Point barre. Alors vous arrêtez avec vos inepties, tout simplement, et puis on voit la lumière au bout du tunnel. Partagez au maximum la vidéo, nous allons continuer. Alors mesdames et messieurs, vous avez vu hier, constaté ou même entendu que M. Aboubakar Fabou Kamara, l'ex-directeur central de la police judiciaire, la main armée d'Alpha Condé, le chef de milice d'Alpha Condé, l'assassin d'Alpha Condé, bien sûr, l'assassin d'Alpha Condé, l'œil d'Alpha Condé, M. Fabou Kamara, il a été bien évidemment arrêté et relâché après. Il faut bien souligner cela. Il a été arrêté et relâché après. Ce policier arrogant, orgueilleux, qui faisait un abus de pouvoir démesuré, qui se prenait pour un demi-dieu. Il faut dire la vérité. Vous avez vu que ce policier, à un moment donné, il devrait se présenter à la cour devant le juge Charles White. Et Sidi Souleymane Ndiaye a refusé. Et Sidi Souleymane Ndiaye lui-même est venu en tant que procureur représenter Fabou. Il n'était pas avocat de Fabou. Mais lui-même, il est venu, il a parlé à la place de Fabou. Ces gens se croyaient à un moment donné que tout leur était permis, quoi. Ils ont ignoré que
Quand on dit que tout est permis, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Dans le permis, il y a le défendu. Monsieur Fabou Kamara, qui aurait imaginé que ce monsieur sera arrêté un jour, ou serait arrêté un jour? Qui? Personne. Bien évidemment qu'il a été relâché. Mais il y a un message derrière l'arrestation de Fabou. Il y a un message. C'est ce message-là que je vais passer. Oui. Ce n'est pas son arrestation. Ce n'est pas le fait qu'on est... on l'a pris, on l'a relâché immédiatement, ben, c'était à 17h et puis à 17h30 ou 17h01, on l'a relâché. Non, ce n'est pas ce qui moi m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on l'a arrêté. L'arrestation, c'est un message. C'est pour dire qu'en Guinée, aujourd'hui, je ne parle pas de demain ni d'hier, mais aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas de personne intouchable. Tout le monde est touchable. Ça veut dire qu'en Guinée, ce qui se passait hier est maintenant révolu. Oui, ça veut dire qu'en Guinée, les policiers, les gendarmes, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent comprendre que demain, ils seront aussi arrêtés s'ils font mal les choses. C'est très important. Ça veut dire que la pagaille commence à prendre fin. Ça veut dire que Fabou, malgré ses ailes, malgré son influence, malgré son influence et son orgueil, son arrogance, il n'est rien devant le pouvoir étatique. Il n'est rien devant les institutions de la République. Ce n'est pas un règlement de compte. Loin de là. Parce qu'il y en a qui diront, oh non, il y avait des gens qui étaient contre lui dans la police, nanani, nanana. Et lui, il n'était pas contre des gens aussi dans la police. Bien évidemment. C'était l'homme le plus fort, pour ne pas... C'était l'un des hommes les plus forts, pour ne pas dire le plus fort. Et je pense que Fabou était plus fort même que Bafoué, aux yeux d'Alpha Condé. Oui. Alors, l'arrestation de Fabou, ce message est là, qui dit aujourd'hui que quiconque commet une bêtise, quiconque se croit demi-dieu, en Guinée, il n'y a pas de demi-dieu. Tout le monde est arrêtable. C'est-à-dire, là où on n'a pas laissé Alpha Condé lui-même, qui d'autre on va laisser en Guinée? C'est ce message que l'arrestation de Fabou démontre. C'est-à-dire, là où on n'a pas laissé Alpha Condé, ce n'est pas Fabou qui ne va pas être arrêté. Non. Ce n'est pas Bafoué. Il n'y a personne aujourd'hui en Guinée qui est intouchable. Tout le monde est touchable par l'autorité du colonel, c'est-à-dire par les nouvelles autorités. Ça veut dire tout simplement que la pagaille a pris fin. Ça veut dire tout simplement que il n'y a plus de trafic d'influence. Ça veut dire tout simplement que on doit servir le peuple, on ne doit pas se servir du peuple, on ne doit pas effrayer le peuple. On doit se soumettre. On doit respecter l'hierarchie. Parce que ce que Fabou a fait hier a été qualifié par l'hierarchie comme si on appelle, dans un terme qu'on appelle de l'insubordination. Ce n'est pas de la subordination, mais de l'insubordination. Cet acte a été qualifié de l'insubordination. C'est très important à souligner. Fabou, je crois qu'il se croyait encore plus fort, il se croyait encore tout permis. Vous avez été limogé, puis vous revenez prendre quelque chose dans votre bureau. Non, c'est fini. Et quelle chose? Une chose qui aurait appartenu au peuple, à l'État, quoi, qui serait, le bien du peuple, le bien de l'État. C'est pas comme ça il faut faire des choses, mesdames et messieurs. Et je pense que Fabou, il a compris le message. Je pense aussi que c'est un message fort que les nouvelles autorités envoient à tous les corps habillés, qu'on soit militaire, gendarme, policier. C'est un message qu'on envoie à tout le monde pour dire la pagaille, c'est fini. Et ce message que vous passez, moi je vous passe aussi un autre message. C'est pour vous dire, vous qui êtes aujourd'hui directeur général de la police, vous qui êtes aujourd'hui directeur central de la police judiciaire, vous qui êtes aujourd'hui le secrétaire général à la présidence, vous qui êtes aujourd'hui ministre de la Défense, vous qui occupez aujourd'hui les postes de responsabilité en République de Guinée, ça voudra dire tout simplement que
faites très attention. Faites très bien les choses. Demain ou après-demain, vous serez aussi jugé. Vous serez aussi arrêté. Vous serez aussi humilié. Si vous faites très mal les choses aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État de Guinée a une certaine crédibilité, quoi. La gouvernance d'aujourd'hui a une certaine crédibilité. C'est très important. C'est très important d'être exemplaire. C'est très important de montrer des exemples. Ce que le colonel fait, ce que les autorités, la police, la gendarmerie font aujourd'hui, c'est de donner des exemples. C'est être exemplaire. Ils ne sont pas contre qui que ce soit. Oui. Non. Ce sont des frères d'armes. Pourquoi? Ils seront contre quelqu'un. Moi, je me dis alors, écoutez, ça veut dire tout simplement que ces gens-là, ils savent très bien faire les choses, mais ils s'étaient laissés induire en erreur par un système de gouvernance. Ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent travailler très bien. La police peut très bien travailler, très bien satisfaire le peuple. La gendarmerie peut très bien satisfaire le peuple. L'armée peut très bien satisfaire le peuple, la douane et tout ça. Ça veut dire tout simplement que tous ces corps-là peuvent très bien satisfaire le peuple de Guinée. Mais que, voilà, si un autre système mafieux se présente, ils vont composer avec ce système mafieux et puis ça va leur arranger, ils partent. Mais si un système organisé, structuré, un système qui veut faire du bien, un système qui veille à ce que tous les travaux soient exécutés dans le bon sens et que personne ne fasse un abus du pouvoir, ben, ça veut dire aussi qu'ils sont capables d'aller dans ce sens. Et c'est pourquoi d'ailleurs je ne cesse de citer cette citation d'Ahmed Sékou Touré qui disait que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Donc, tous ces corps-là, ils sont perfectibles jusqu'à l'infini. Et leur intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. La condition qui se pose aujourd'hui, c'est la condition positive. Et ils sont en train de servir dans cette condition positive. La condition d'hier était une condition négative. Ils ont composé avec. Et aujourd'hui, ils se perfectionnent afin de servir dans cette condition positive qui a été créée par le colonel Mamadi Doumbouya. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps, même si j'aurais voulu continuer de vous parler jusqu'à demain matin, mais je pense qu'à un moment donné, il faut limiter. Ok, il y a des abonnés en Afrique qui ne peuvent pas suivre le rythme. Nous qui sommes ici en Europe, aux États-Unis, en Chine, un peu partout dans le monde occidental, ben, nous avons des Wi-Fi, nous avons des passes. C'est facile quoi, de faire le live, de suivre, d'aller jusqu'à 2 heures. Mais ceux qui sont en Guinée avec Orange Money, c'est vraiment de la galère. Et certainement même, je vais faire des recherches aussi sur cette affaire de Orange en Guinée, parce que j'aurais appris que Orange, franchement, abuse de nos concitoyens en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, mon dernier message s'adresse au ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Et aussi au colonel Mamadi Doumbouya. Mon colonel, ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît. Nous avons passé ce message, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et nous allons continuer de passer ce message, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour que vous fassiez face à cette situation dramatique, à cette situation horrible des Guinéens de l'étranger concernant le passeport guinéen. Vos enfants, vos frères, vos fils, ils souffrent énormément à cause du passeport. Tous ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui sont conscients de cela. Ministre des Affaires étrangères, colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, créez cette condition positive pour que les Guinéens puissent avoir ce document précieux qui leur permettront de vivre aisément ici. Aujourd'hui, on a des parents qui ont perdu leurs emplois parce que tout simplement, ils n'ont pas pu renouveler leurs papiers. Il y a une façon de renouveler le papier sans le passeport. Ici en France, mais là il faut prendre un avocat. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour prendre un avocat. Ce n'est pas tout le monde qui connaît cette procédure. Ceux qui n'ont pas le passeport, il y a une manière. Ok? Ça c'est dans une loi même ici en France.
On peut renouveler son papier sans le passeport, mais la procédure elle est longue parce qu'il faut prendre un avocat contre le préfet ou les travailleurs à la préfecture. Ça, c'est trop compliqué. Nous demandons simplement aux nouvelles autorités guinéennes de faire en sorte que nous puissions, les Guinéens de l'étranger puissent entrer, c'est-à-dire en possession de ce document précieux. Il y a des vies qui en dépendent aujourd'hui, sincèrement. Il y a des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui aller en Guinée parce qu'ils n'ont pas ce document. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer ici en Europe parce qu'ils n'ont pas ce document. Parce que ce que vous oubliez, il y a des Guinéens ici qui font des business entre la France et la Chine. Ils n'ont pas la nationalité française. D'accord? Ils ont des papiers de 10 ans, des papiers de 5 ans, mais ce sont des hommes d'affaires. Et ils ont le passeport guinéen, ils voyagent entre la Guinée et Dubaï, entre la France et Dubaï, la France et la Chine, la France et les États-Unis, la France les autres pays du monde entier. Donc, eux, ce n'est pas seulement la Guinée, mais aussi c'est le monde. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils sont assis. Le business, ça s'est arrêté parce qu'ils ne peuvent pas renouveler le passeport. Donc, mesdames et messieurs, je pense que dans les jours à venir, oui, on va toujours continuer d'interpeller l'autorité guinéenne, mais nous pensons que, voilà, on va essayer de voir comment on va faire prochainement les choses. Ok? On va essayer de voir. On va essayer comment on va interpeller encore de plus l'attention du colonel Mamadi Doumbouya et le ministre des Affaires étrangères, parce que les ambassadeurs ici, ils sont franchement dans une situation chaotique. Parce que les gens qui sont là, nos frères et sœurs qui sont là, la famille qui sont là, ces familles-là s'en prennent aux ambassadeurs. Pourtant, ce n'est pas les ambassadeurs qui fabriquent les passeports. D'accord? J'ai dit ça 1000 fois, je répète encore. Ce n'est pas les consuls qui fabriquent les passeports. Les passeports sont fabriqués en Guinée, on les amène ici. Et si les passeports ne sont pas fabriqués, les consuls, les ambassadeurs ne pourront pas délivrer les passeports. Donc, je pense que le ministre des Affaires étrangères et le colonel Mamadi Doumbouya, les nouvelles autorités, feront le nécessaire le plus vite que possible pour aider ces Guinéens, ces milliers de personnes qui sont là, ces millions même de personnes qui sont là aujourd'hui et qui souffrent de ce problème. Donc, merci beaucoup, je vous aime et faites passer le message au colonel, faites passer le message à Adja, faites passer le message à Dalin, faites passer le message aux nouvelles autorités guinéennes, c'est très important. Quand je vous dis de partager les vidéos, c'est pour gagner le combat, c'est pour sensibiliser. Merci beaucoup, je vous aime. Et vous qui allez suivre le live après, vous mettez beaucoup de cœur, vous mettez des likes, vous mettez aussi des étoiles pour soutenir M. Kanté. Bisous à vous, je vous aime.